Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. L'émir du groupe État islamique, Ain al-Halwa Imad Yassin, sous les verrous. Il a été arrêté ce jeudi par les services de renseignement dans le camp palestinien, secoué ces dernières heures par de violents affrontements. Pendant que les bombardements se succèdent en Syrie, à New York, Américains et Russes continuent de se déchirer au Conseil de sécurité. Washington espère toujours la fin prochaine du carnage. Et aux États-Unis, l'état d'urgence décrété en Caroline du Nord après des violences à Charlotte provoquées par la mort d'un homme noir tué par un policier. Les affrontements ont repris ce matin dans le camp palestinien de Ain al-Halwa au Liban Sud. Mercredi soir, des heurts ont opposé des partisans du groupe islamiste Bilal Badr à des membres du mouvement Fatah. Des mitrailleuses, des grenades et des roquettes ont été utilisées. La tension a été montée d'un cran dans le camp après la mort d'un chauffeur de taxi tué par balle lundi soir. Par ailleurs, sachez que l'émir du groupe État islamique Ain al-Halwa Imad Yassin a été arrêté par les services de renseignement de l'armée libanaise. De violents combats ont lieu ce jeudi à Alep après une nuit de bombardements. Les combats opposent les forces du régime du président Bachar el-Assad à une coalition de rebelles islamistes et de djihadistes dans le quartier de Ramoussa, dans le sud-ouest de la métropole syrienne. Les quartiers d'Alep tenus par les rebelles ont de leur côté été visés toute la nuit par d'intenses bombardements aériens. Au moins 12 civils, dont 2 enfants, ont été tués. Depuis la fin de la trêve lundi, les combats ont repris un peu partout à travers le pays. Le Conseil de sécurité s'est réuni à New York pour examiner la situation en Syrie. Une réunion tendue, marquée par une passe d'armes entre la Russie et les États-Unis. L'attaque d'un convoi humanitaire de l'ONU et du Croissant Rouge syrien lundi 19 septembre, après l'expiration de la trêve en Syrie, continue d'empoisonner le climat. Les explications d'Antoine Fenot. Une nouvelle réunion pour tenter de remettre à flot un processus diplomatique au point mort. 2 jours après la fin du cessez-le-feu en Syrie, les combats ont repris, notamment autour de la ville rebelle d'Alep. Une énième trêve avait été négociée entre Russes et Américains le 9 septembre dernier. Ceux qui pensent que la crise en Syrie ne peut pas être pire ont vraiment tort. Le plan prévu à Genève est loin d'être parfait, mais je serais heureux d'entendre une alternative. Désireux de maintenir le dialogue avec la Russie, le secrétaire d'État américain a assuré qu'il restait un moyen de mettre fin au carnage, mais il réclame le maintien au sol de l'aviation syrienne. Lundi, 20 personnes ont péri dans le bombardement d'un convoi humanitaire près d'Alep. Depuis, Washington et Moscou se renvoient la responsabilité. Je pense que nous devons réfréner nos émotions et ne pas faire de déclarations trop rapides, mais d'abord enquêter et être professionnels. Ban Ki-moon a quant à lui fait part de sa plus grande inquiétude. Tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je mets tout le monde au défi d'user de leur influence pour mettre fin aux hostilités et permettre à l'aide humanitaire d'être apportée partout où elle est nécessaire. Malgré l'attaque, l'ONU s'est dit prête ce mercredi à reprendre ses convois humanitaires vers les lieux assiégés de Syrie. Barack Obama et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Une rencontre bien plus détendue qu'habituellement, malgré des désaccords. Les 2 hommes entretiennent des relations notoirement exécrables, mais l'accord sur une aide militaire américaine à Israël de 34 milliards d'euros sur 10 ans, annoncé il y a quelques jours, avait préparé le terrain. Le président américain a cependant une nouvelle fois souligné sa préoccupation devant la poursuite de la colonisation par l'État hébreu. Un bateau transportant plus de 300 migrants, 600 selon certaines sources, a coulé au large des côtes égyptiennes alors qu'il se dirigeait vers l'Europe. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Quelques 150 personnes ont pu être secourues et 42 ont péri. Axel May. Ces survivants ont été conduits au poste de police. À bord du navire qui a fait naufrage, surchargé, il y avait des Syriens, des Égyptiens, des Soudanais, des Érythréens ou des Somaliens. Le navire ne pouvait pas transporter plus de 100 ou 150 personnes. Ils l'ont trop rempli et beaucoup de personnes sont mortes. D'autres survivants blessés ont été hospitalisés. Cet homme est sans nouvelles de sa femme et de sa fille. بس الواحد جازف بحياته وحياة ابنه ومراته
J'ai risqué ma vie et la leur pour partir de chez nous où nous ne supportions plus de vivre. Les prix augmentent tous les jours sans jamais redescendre. Je ne sais pas où ils sont, si seulement j'étais à leur place. Depuis le printemps, de plus en plus de migrants africains partent d'Égypte pour une traversée de la Méditerranée périlleuse. Selon l'ONU, ces départs d'Égypte constituent environ 10% des arrivées en Europe. Dans le reste de l'actualité, au moins 20 civils ont été tués dans des bombardements sur un quartier de la ville de Hodeïda, contrôlé par les rebelles chiites au Yémen. Ces raids sont menés par une coalition arabe sous commandement saoudien. Le quartier aurait été visé par erreur quelques heures après des célébrations par les rebelles houthis du 2e anniversaire de la prise de la capitale Sanaa. Depuis le début de son intervention au Yémen en mars 2015, la coalition est régulièrement accusée de bavure par des organisations de défense des droits de l'homme. Le conflit, je vous le rappelle, a fait plus de 6600 morts. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, je vous l'annonçais en titre, aux États-Unis, le gouverneur de l'État de Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence en raison de violences qui ont émaillé la deuxième nuit de manifestation à Charlotte, provoquée par la mort d'un homme noir tué par un policier. Un manifestant blessé par balle et dans un état critique. Florent Rodeau. À terre, dans les rues de Charlotte, cet homme vient d'être blessé par balle. Très vite, une foule compacte se masse autour de lui et laisse exploser sa colère. Il sera transporté quelques minutes plus tard vers l'hôpital le plus proche. La maire de la ville assure que le coup de feu n'a pas été tiré par un policier, mais ce n'est pas l'avis de plusieurs témoins sur place. On marchait, la police était de l'autre côté. Ils ont commencé à nous tirer dessus, à nous envoyer du gaz lacrymogène et c'est là que l'homme a été touché. Pour la deuxième soirée consécutive, ils sont des centaines à manifester pour dénoncer les violences policières visant la communauté afro-américaine. Mais le rassemblement dérape, certains s'en prenant aux forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants ont tous en tête la mort de Keith Lamont Scott, un afro-américain de 43 ans abattu la veille par un policier noir. Là aussi, les versions divergent. Pour la police, il a été mortellement blessé par balle alors qu'il refusait de lâcher son arme. Ses proches affirment au contraire qu'il n'avait qu'un livre en main. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès. New Delhi vient d'approuver l'achat de 36 avions de chasse Rafale pour plus de 7 milliards d'euros. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, devrait se rendre en Inde pour signer l'accord vendredi. Les premiers Rafales seraient livrés dans 3 ans pour venir renforcer une flotte indienne vieillissante et trop peu nombreuse pour faire face aux menaces de ses voisins chinois, mais surtout pakistanais. C'est le plus gros contrat d'exportation jamais signé par Dassault Aviation. L'Inde confirme l'achat de 36 Rafales pour un montant de 7 milliards 870 millions d'euros. La télévision indienne en fait ses gros titres. Émission spéciale pour une annonce que la France attendait depuis 1 an et demi. Les discussions étaient dans l'impasse, mais finalement le deal est finalisé. La bonne nouvelle est parvenue aux employés de l'usine d'assemblage de Mérignac. Ça va nous donner du boulot. Pour Dassault, pour les sous-traitants, pour les personnes qui travaillent, voilà. C'est très très bien. Alors ces temps difficiles, c'est toujours bon de remporter des marchés, surtout à l'export comme ça, parce que c'est vrai que quand même, ça fait longtemps qu'on attendait. Cette vente s'ajoute aux 2 précédentes conclues l'an dernier. 24 Rafales vendus au Qatar, 24 autres à l'Égypte. Avec l'Inde, les négociations ont été âpres, elles ont duré 9 ans. Le contrat prévoyait au départ la vente de 126 avions, mais Narendra Modi, le Premier ministre indien arrivé au pouvoir en 2014, réduit finalement la commande à 36 Rafales, après avoir négocié en tête-à-tête avec François Hollande. Avec cette commande, l'Inde entend moderniser son armée pour faire face aux menaces potentielles, avec le Pakistan et la Chine notamment. Longtemps boudé à l'export, le Rafale est donc aujourd'hui au cœur d'une vente historique. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se rendra d'ailleurs à New Delhi dès vendredi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, des maisons en ruine, des véhicules retournés et des rues boueuses envahies de débris. L'île de Java en Indonésie a été frappée par des inondations et des glissements de terrain dus à des pluies torrentielles. Au moins 26 personnes sont mortes et 19 sont toujours portées disparues. Le gouvernement promet une aide de 142 millions de dollars pour les familles
des victimes. Porto Rico paralysé par une panne électrique géante après l'incendie d'une centrale. 1,5 million de personnes sont sans électricité sur cette île américaine des Caraïbes qui compte quelques 3,5 millions d'habitants. Les transports sont à l'arrêt, les routes paralysées après la fermeture de plusieurs écoles et de nombreuses entreprises. Vous le voyez, une bagarre a éclaté entre des candidats au Parlement géorgien pendant une émission politique. Ils ont commencé à s'insulter à l'antenne en direct sur la chaîne locale avant d'en venir aux mains. Le climat politique est tendu en Géorgie à l'approche des législatives prévues le 8 octobre prochain. L'avortement, quel qu'en soit le contexte, sera-t-il bientôt interdit en Pologne? Le Parlement étudie ce jeudi une proposition de loi allant en ce sens avec des peines qui pourraient, selon le texte, aller jusqu'à 5 ans de réclusion pour les personnes qui le pratiquent. Les défenseurs de ce droit émettent de vives craintes. Le Parlement est majoritairement composé de conservateurs catholiques. Lucie Debiol nous en dit plus. Ces femmes sont parmi les premiers soutiens de la proposition de loi anti-avortement. Membre de l'association Pro-Vie, elle milite pour que le Parlement polonais empêche toute pratique de l'interruption volontaire de grossesse. Parmi les plus restrictives d'Europe, la loi actuellement en vigueur n'autorise l'IVG qu'en cas de viol, de danger pour la mère ou de grave malformation du fœtus. Nous ne pouvons pas interdire totalement l'avortement et laisser les mères livrées à elles-mêmes. Donc notre projet de loi contraint l'État à aider ces mères qui devront accoucher dans ces circonstances. Pour ceux qui pratiquent l'IVG, le texte prévoit des peines allant jusqu'à 5 ans de prison. 500 000 personnes ont signé une pétition en faveur de cette proposition de loi. Mais une autre pétition a rassemblé 200 000 signatures pour à l'inverse soutenir la pratique sans condition de l'avortement. Depuis plusieurs mois, les pro-choix manifestent régulièrement à Varsovie, inquiets de l'issue du vote des députés. Le Parlement va débattre d'une loi proposée par les prêtres et les bonnes sœurs qui ne font pas d'enfants. Nous ne voulons ni charia, ni fondamentalisme. Moins de 2000 avortements légaux sont pratiqués chaque année en Pologne. Le nombre d'IVG clandestines, lui, reste inconnu. Ici, on peut se faire avorter illégalement dans des cabinets de gynécologie privés. Ça coûte entre 1000 et 1500 euros. Depuis octobre 2015 et l'arrivée au pouvoir du parti conservateur Droit et Justice des frères Kaczynski, le nouveau gouvernement tente d'imposer sa vision ultra-conservatrice de la société. Le Parlement polonais doit aussi débattre ce jeudi d'une limitation de la pratique de la fécondation in vitro. Direction le Venezuela où le Conseil national électoral a annoncé que le référendum révocatoire à l'encontre du président Maduro n'aurait pas lieu cette année. L'opposition qui attendait cette décision depuis plusieurs semaines voit donc s'envoler ses espoirs de nouvelles élections. Selon les sondages, 80% des Vénézuéliens souhaitent un changement de gouvernement. Les explications de Noémie Roche. Conférence de presse d'urgence de l'opposition vénézuélienne, juste après l'annonce du Conseil national électoral. La tenue du référendum en 2017, c'est un revers pour l'opposition qui voulait aller vite. Cette décision n'est qu'un élément de plus qui prouve que le gouvernement a peur des Vénézuéliens, qui sont décidés à renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. Nous disons au pays de manière extrêmement claire que nous rejetons les éléments anticonstitutionnels de la décision du Conseil national électoral. Pour pouvoir convoquer le référendum contre Maduro, l'opposition devra réunir 4 millions de signatures et 20% de l'électorat de chaque État du pays. Le processus de collecte des signatures se tiendra les 26, 27 et 28 octobre entre 8h et midi et entre 13h et 16h. Le CNE aura ensuite 1 mois pour vérifier ces signatures, puis jusqu'à 3 pour convoquer le référendum. Le scrutin devrait donc avoir lieu au premier trimestre 2017. Or, l'opposition se bat depuis des mois pour qu'il se tienne avant le 10 janvier, condition sine qua non pour que des élections anticipées aient lieu en cas de succès. Sinon, c'est le vice-président qui remplacerait Maduro. Pour l'opposition, ce référendum est le seul moyen de trouver une issue pacifique à la crise économique et sociale qui secoue le pays. Selon un sondage récent, 80% des Vénézuéliens veulent un changement de gouvernement.
La nouvelle maire de Rome, Virginia Raggi, a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas la candidature de la capitale italienne à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, ce qui signifie le retrait du dossier romain. Il faut rappeler que la maire a d'autres priorités, car la dette de la ville italienne s'élève déjà à 13 milliards d'euros. Ce retrait n'est pas du goût du chef du gouvernement, Matteo Renzi, qui soutenait farouchement la candidature de Rome. Le récit d'Emilie Kaminski. Pas de Jeux Olympiques pour Rome. 3 mois après son élection, la nouvelle maire refuse de soutenir la candidature de sa ville pour 2024. Il est irresponsable de dire oui à cette candidature. Ces Jeux Olympiques exigent que l'on contracte de nouvelles dettes, des dettes pour les Romains et pour les Italiens. C'est ce qu'on nous demande et nous n'en voulons pas. Selon la maire du mouvement 5 étoiles, la capitale serait déjà endettée de 13 milliards d'euros et l'investissement coûterait trop cher aux contribuables. Mais pour certains habitants, la décision a un goût amer. C'est une occasion manquée pour la ville. Parce que je suis certain qu'il y aurait eu un comité pour contrôler les dépenses. Donc, pour le tourisme et le reste, c'est une opportunité gâchée. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Les Jeux Olympiques, c'est un bel événement qui doit dépasser tous les problèmes. L'annonce est un coup dur pour le comité olympique italien. Mais selon son président, le dossier reste ouvert jusque début octobre. Pour l'heure, Hambourg et Boston ont déjà renoncé à se présenter aux Jeux de 2024. Si Rome déclare définitivement forfait, seules 3 villes resteront en lice, Budapest, Los Angeles et Paris. Il est bientôt 16h59 à Beyrouth. Tout de suite, le rappel des titres. L'émir du groupe État islamique Ain el-Halwe, Imad Yassin, sous les verrous. Il a été arrêté ce jeudi par les services de renseignement dans le camp palestinien, secoué ces dernières heures par de violents affrontements. Pendant que les bombardements se succèdent en Syrie, à New York, Américains et Russes continuent de se déchirer au Conseil de sécurité. Washington espère toujours la fin prochaine du carnage. Et aux États-Unis, l'état d'urgence décrété en Caroline du Nord après des violences en la Charlotte, provoquées par la mort d'un homme noir tué par un policier. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Je vous donne rendez-vous à 21h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24.